Au cœur des ruines du vieux monde républicain, Rome respire encore la fumée des guerres civiles. Le sang de César ne sèche pas sur les mémoires. Les vieux sénateurs tremblent à l'évocation de Philippe, d'Actium, des proscriptions où les noms s'effacent sous le glaive. La cité la plus puissante de la terre vient de se sauver en se livrant à un seul homme. Auguste serre dans sa main l'imperium proconsulaire, étendu sur les provinces riches en soldats, celles où campent les légions. Il détient aussi la puissance tribunicienne, la tribunixia potestas, ce manteau sacré qui lui permet de convoquer le peuple, de proposer, de s'opposer, d'être inviolable. Il ne porte pas la couronne, mais commande les armées, contrôle les finances, préside au destin. Rome croit voir un premier parmi les égaux. En vérité, elle s'incline devant un princeps. Autour de lui, les vieilles gentes de l'aristocratie se réorganisent. Deux lignages se détachent, dressés comme deux colonnes destinées à porter l'édifice impérial. La gens Julia et la gens Claudia. Les Julii, race de César, enfants d'aînés, nourris au mythe de Vénus. Les Claudii, anciens, durs, venus du Latium profond, forgés dans la discipline des camps et la sévérité des traditions. Entre ces deux maisons, Auguste tisse une alliance de sang. Mariage croisé, adoption, promesses murmurées dans l'ombre du Palatin. De cette fusion naît une lignée nouvelle, la dynastie julio-claudienne, destinée à régner d'une mère à l'autre. Les années passent. Auguste vieillit, s'éteint, devient un dieu. Un autre s'avance pour prendre le fardeau. Tibère, de la gens Claudia, mais enchâssé dans le sang des Julii par l'adoption. Soldat austère, général victorieux, mais âme sombre, repliée, lourde de rancune et de soupçons. Il monte sur le trône en 14 après Jésus-Christ. Au début, il gouverne. Puis la méfiance le ronge. Les accusations de trahison se multiplient. Les procès de lèse-majesté se succèdent, comme des orages qui éclatent sans prévenir. En 26, Tibère tourne le dos à Rome. Il quitte la ville éternelle et se retire sur un rocher perdu au milieu des flots, Capri. Là, entre mer et falaise, il dresse une cour invisible. Autour de lui, les murs se resserrent. Au cœur de cet isolement, un homme se hisse dans l'ombre. Lucius Aelius Sejanus, préfet du prétoire. Il commande la garde qui protège l'empereur, mais étend ses filets sur le Sénat, sur les familles, sur l'avenir. Année après année, Sejanus concentre les pouvoirs, dirige les purges, élimine les rivaux. Rome commence à murmurer son nom avec peur. Puis, soudain, en 31, le sort se retourne. Tibère, averti, se venge. Sejanus est saisi, jugé, brisé. Son corps, naguère puissant, se balance au bout d'une corde. Le message est clair. Le pouvoir n'appartient à personne d'autre qu'au vieil empereur retiré sur son île. Par son père, Germanicus, il descend de Drusus l'Ancien, le conquérant tombé trop tôt, et d'Antonia la Jeune, fille de Marc-Antoine et d'Octavie, sœur d'Auguste. Germanicus a été adopté par Tibère en l'an 4, élevé au rang de fils, placé au centre de la succession. Beau, aimé du peuple, adoré des soldats, il est le rêve d'un empire apaisé. Par ce père glorieux, l'enfant Gaius se trouve propulsé dans l'orbite brûlante du pouvoir. Par sa mère, Agrippine l'aînée, l'enracinement est plus profond encore. Elle est fille de Marcus Vipsanius Agrippa, le bras armé d'Auguste, et de Julie, fille même d'Auguste. Ainsi, par le sang maternel, le nouveau-né est arrière-petit-fils direct du premier princeps. Dans ses veines coulent les fleuves croisés des Julii et des alliés d'Auguste. Dans ce petit corps fragile, Rome dépose ses espoirs et ses peurs. Très vite, l'enfance de Gaius quitte les marbres d'Antium pour les boues de Germanie. Germanicus, nommé général, conduit les légions au-delà du Rhin. Nous sommes entre 14 et 16. Les camps fument de braise, les tentes claquent sous la pluie du nord,
les forêts germaniques se dressent comme des murailles noires. Au milieu des cuirasses et des lances, un enfant court. Il porte une armure miniature, une petite épée, des sandales de soldats, des caligae. Les légionnaires le voient, rient, s'attachent à lui. Ils lui donnent un surnom, mi-tendre, mi-familier. Caligula, petite sandale. Le sobriquet colle à sa peau comme un présage. Plus tard, quand les poètes et les historiens l'écrivent, ce nom d'enfant remplacera son nom d'homme. Autour de lui, la fratrie se déploie, vaste, éclatée, déjà marquée par l'ombre du destin. Néron Julius César, l'aîné. Drusus Julius César, autre frère promis aux honneurs. Agrippine la jeune, future mère de Néron, déjà regard aigu, volonté dure. Julia Drusilla, que Gaius chérit par-dessus tout. Julia Livilla, plus discrète, mais belle et dangereuse aux yeux des chroniqueurs. Et un frère mort sitôt que son nom se perd dans les divergences des sources antiques. Une portée de louveteau élevée au cœur du palais, mais vouée à la forêt des intrigues. Germanicus, pendant ce temps, porte le poids de la gloire. En Germanie, sous le regard méfiant de Tibère, il mène campagne. Il tente de laver l'affront de Varus, d'effacer le souvenir des légions massacrées dans les marais de Teutobourg. Il incendie des villages, repousse les tribus, ramène les aigles perdus. Les soldats l'aiment d'un amour farouche. Le peuple de Rome acclame son nom. Mais le vieux princeps ne supporte pas les astres trop brillants. En 17, Tibère rappelle son fils adoptif. Germanicus part pour l'Orient, chargé de missions, d'enquêtes, de gouvernement. Il quitte les plaines brumeuses pour les cités chargées d'encens. Les temples d'Asie, les palais de Syrie, les marchés d'Antioche voient passer sa silhouette. Gaius, encore enfant, suit par l'esprit, mais reste dans le giron de sa mère, sous la protection du nom. Puis vient 19. À Antioche de Syrie, Germanicus tombe malade. Fièvre, poison, malédiction. On chuchote que Gnaeus Calpurnus Piso, gouverneur de Syrie, instrument de forces obscures, orchestre sa chute. Le général bien-aimé s'éteint loin du Tibre. La rumeur enfle, roule sur les routes, traverse les mers, explose aux portes de Rome. Agrippine l'aînée revient, noire de deuil, portant les cendres de son époux. Derrière elle, ses enfants, dont le petit Gaius, marchent au cœur d'un cortège silencieux. Le peuple se presse, pleure, gronde. On cherche des coupables. Piso est jugé, acculé. Il se tue, selon Tacite. Mais la blessure ne se referme pas. Entre Agrippine et Tibère, le conflit devient braise. Une braise qui couve et n'attend qu'un souffle. Les années 23 à 31 dressent pour la famille de Caligula un chemin de supplice. En 23, Drusus le jeune, fils biologique de Tibère, meurt à son tour. Avec sa disparition, les fils de Germanicus montent plus haut dans le ciel de la succession. Plus haut, donc plus exposés à la foudre. Les relations entre Tibère et Agrippine se gâtent. Tacite raconte les reproches, les colères, les suspicions. L'empereur se replie davantage. La veuve de Germanicus se cabre, défend farouchement l'honneur de son sang. À la fin des années 20, la répression tombe. Entre 29 et 33, la vague des exils brise la maison de Germanicus. Agrippine l'aînée est envoyée sur une île, Pandateria, cette roche battue par les vents où la propre fille d'Auguste, Julie, avait déjà expié ses fautes. Ses fils aînés, Néron Julius César et Drusus Julius César, sont déportés à leur tour, à Pontia et ailleurs. Les îles deviennent des tombeaux vivants. Un à un, ils disparaissent. Néron meurt vers 31, brisé par la faim, le désespoir et les gardiens. Drusus s'éteint vers 33, rongé par l'injustice. Agrippine meurt la même année, amaigrie, vaincue, mais non soumise. Sur ces rochers perdus, la lignée brillamment née s'écroule. Un seul fils de Germanicus reste à Rome, comme un survivant choisi par un dieu ironique, Gaius, le plus jeune. On l'épargne. Pourquoi ? Par calcul ? Par cruauté ? Par besoin d'un pion ?
On le place sous la garde d'Antonia Minor, sa grand-mère, femme d'une droiture sévère, respectée même de Tibère. Le jeune Caligula grandit ainsi au cœur de Rome, dans une maison où les murs ont vu défiler les triomphes d'Auguste et les hontes d'Antoine. Mais tout est surveillé, chaque geste est observé. L'enfant apprend à se taire. En 31, le destin l'arrache encore une fois à son foyer. On le conduit à Capri, l'île où Tibère s'est enfermé avec ses peurs et ses plaisirs. Là, dans la lumière blanche des falaises, Gaius rejoint la cour invisible de l'empereur. Suétone et Tacite le mentionnent. Il n'est ni otage, ni libre. Il est héritier possible, mais sans titre, sans charge. À ses côtés, un autre petit-fils de l'Empire, Tiberius Gemellus, fils de Drusus le Jeune, partage la même incertitude. Les jours à Capri sont une épreuve silencieuse. Là, chaque mot peut condamner. Gaius le comprend. Les sources antiques disent qu'il adopte une obéissance totale, une dissimulation parfaite. Il sourit quand il faut sourire. Il approuve sans broncher. Il ne proteste jamais. Les yeux de Tibère se posent sur lui, lourds de méfiance, peut-être de haine. Mais Gaius ne laisse rien paraître. Il devient masque, surface lisse sur un cœur brûlant. Dans cette île, un autre homme veille aux équilibres. Naevius Sutorius Macro, nouveau préfet du prétoire, successeur de Séjanus. Macro sait d'où vient sa puissance. Il tient la garde, contrôle les transitions, attend le moment où le vieil empereur devra laisser sa place à quelqu'un. Il devine que Gaius pourra être l'instrument d'un passage sans chaos. Entre Capri et Rome, il tisse à son tour ses propres fils. Les saisons tournent, les années s'écoulent. Puis survient le mois de mars 37. Tibère se trouve à Misène, au bord de la mer de Campanie. Il a environ 78 ans. Le corps est usé, l'âme chargée. Le 16 mars, il meurt. Les uns parleront de mort naturelle, d'autres murmureront le nom de Macro, celui de Caligula. Les versions divergent. Ce qui demeure, c'est la date, le lieu et le vide soudain au sommet de l'Empire. On ouvre son testament. Les mots du mort désignent deux cohéritiers, Gaius Caligula et Tiberius Gemellus. Deux branches de la même racine, deux figures encore jeunes. Mais Rome ne veut pas d'un partage. Le Sénat hésite, tremble, regarde la rue, écoute l'armée. Macro agit. L'opinion, affamée d'un prince aimé, se tourne vers le fils de Germanicus. Le Sénat, pressé par les acclamations, par la garde prétorienne, par l'évidence politique, cède. Gemellus recule dans l'ombre. Caligula est hissé seul sur le pavois. Gaius Julius César Germanicus prend alors un autre nom, plus long, plus lourd, taillé pour peser sur les siècles. Gaius Julius César Augustus Germanicus. Chacun de ces mots rappelle un ancêtre mythique. César, l'ombre poignardée. Auguste, le fondateur divinisé. Germanicus, le général bien-aimé. En une seule formule, le jeune princeps s'adosse à la légitimité la plus pure qu'un Romain puisse imaginer. Quand il entre à Rome, la ville explose. Les foules le saluent. Les temples s'ouvrent. Les sacrifices fument vers les dieux. Les cris montent des rues, passent les forums, se fracassent contre les façades des basiliques. On croit revoir Germanicus. On croit ressentir la clémence d'Auguste. Les sénateurs se pressent, rivalisent de flatteries, votent honneurs et pouvoirs. Le Sénat lui confère l'imperium, la puissance tribunicienne. Plus tard, il recevra la dignité de Pontifex Maximus. Tout semble couler, naturel, inévitable. Caligula, dans ses premiers mois, s'est donné ce que Rome attend. Il annule certains procès de lèse-majesté du règne de Tibère. Des hommes enfermés depuis des années sortent des prisons. Des exilés reviennent des îles. Les familles pleurent dans les bras les uns des autres. Les ruines morales du précédent gouvernement semblent se relever. Plus encore, Gaius fait un geste fort. Il fait rapatrier les cendres de sa mère Agrippine l'aînée et de ses frères Néron et Drusus.
Ces cendres quittent enfin la solitude des rochers, traversent la mer, remontent le Tibre. Elles sont accueillies avec cérémonie, portées jusqu'au lieu où reposent les princes de la maison impériale. Ce défilé funèbre, lent et solennel, réconcilie aux yeux de beaucoup le fils avec le grand-père adoptif, le nouveau princeps avec le fondateur du régime. Dans cet élan, Caligula distribue sans compter. Il offre des congiarias, des dons d'argent au peuple. Les hommes simples reçoivent des pièces, remercient les dieux, acclament le jeune empereur qui ouvre les coffres du palais. À la garde prétorienne, il accorde des primes, scelle par l'or la fidélité des boucliers qui l'entourent. Des jeux surgissent, comme des fleuves soudain lâchés. Ludi, combats de gladiateurs, courses de chars. Le Circus Maximus hurle de joie. Rome s'enivre. Il abolit certains impôts qui pesaient sur les épaules des citoyens. Il promet de respecter les prérogatives du Sénat, d'écouter les avis des anciens, de gouverner en harmonie avec les institutions. Il évoque sans cesse la mémoire d'Auguste et de Germanicus, fait graver leurs visages, leurs noms, sur les monnaies qui circulent de l'Hispanie à la Syrie. Sur les flancs de bronze et d'or, son propre profil s'unit à celui de ses sœurs, de ses ancêtres. L'image d'un jeune maître clément, généreux, respectueux des traditions se répand dans tout l'Empire. Dans cette atmosphère d'espoir, Gaius tisse pourtant déjà ses liens privés. Les mariages se succèdent, rapides, brouillés dans la poussière du temps. Les chroniqueurs ne s'accordent pas sur l'ordre exact, mais au début de son règne, on le voit lié à Livia Orestilla, puis à Lollia Paulina. Ce sont des unions d'alcôves et de calculs, des alliances qui laissent présager une danse conjugale encore plus tourmentée. Officiellement, cependant, la façade demeure parfaite. Inscriptions, statues, monnaies présentent au monde l'image d'un empereur jeune, miséricordieux, prodigue. On grave des formules de piété, de justice, de clémence. On montre sa famille, ses sœurs élevées au rang d'icônes dynastiques. Rome, encore marquée par les ombres de Capri, croit voir à nouveau l'aurore. Alors, brusquement, le corps du princeps faiblit. À l'automne 37, quelques mois seulement après son accession, Caligula tombe gravement malade. Personne ne connaît le mal exact. Fièvre, délire, épuisement. Suétone et Dion Cassius notent seulement l'intensité de la crise. Dans le palais, on murmure le pire. Dans les rues, la peur roule comme un tonnerre. Le Sénat ordonne des prières publiques. Les temples se remplissent. Les prêtres sacrifient des taureaux aux grands dieux, aux lards, au génie de l'empereur vivant, suspendu à un souffle. L'armée formule des vœux, promet des jeux et des offrandes. Le peuple passe des nuits entières dans les sanctuaires, les mains tendues vers les statues de pierre qui veillent sur la ville. Chaque matin, les regards se tournent vers le Palatin. Vivra-t-il? Mourra-t-il? Le jeune règne va-t-il s'achever avant même d'avoir commencé? Les semaines s'étirent. Puis, lentement, Gaius se relève. Le danger immédiat recule. Les dieux semblent avoir accordé un sursis. La ville exulte, mais quelque chose a changé. Dans les récits antiques, à partir de cette maladie, le visage de Caligula se déforme. Les décisions deviennent plus abruptes, plus somptuaires, plus autoritaires. Les dépenses s'envolent vers des hauteurs vertigineuses. Les premiers heurts véritables avec certains sénateurs surgissent. En surface, pourtant, il consolide encore son pouvoir. Macro, le préfet du prétoire qui l'a porté au trône, occupe une place centrale dans ses mois initiaux. Il est le pivot entre le palais et le camp prétorien, entre le prince et la force armée. Mais déjà, autour d'eux, les équilibres bougent. La lumière qui entoure Caligula aveugle, consume, révèle. Le princeps met de plus en plus sa famille en avant. Ses sœurs, Agrippine la jeune, Julia Drusilla, Julia Livilla, reçoivent des honneurs inédits. Leurs portraits apparaissent sur les monnaies, leurs noms sont associés à celui de l'empereur. Dans les cérémonies, elles brillent comme des astres mineurs à côté du soleil central. La cour impériale s'organise, densifie son cœur. Autour de Gaius se pressent affranchis impériaux,
tels Hélicone, Apelles et d'autres, dont la présence inquiète les nobles. Des chevaliers accèdent à un rôle privilégié. La vieille aristocratie sénatoriale, elle, sent ses doigts glisser loin du levier du pouvoir. À l'extérieur, rien n'a officiellement changé. Le Sénat siège toujours, les comices se réunissent encore. Les habits de la République continuent de couvrir le corps du régime. Mais sous ces draperies, la réalité s'affirme. Le pouvoir revient, de plus en plus nettement, à la personne du princeps seul. Auguste et Tibère ont ouvert la voie. Caligula l'emprunte, plus vite, plus frontalement, sous les regards fascinés et déjà inquiets de la ville. Nous sommes alors au début de l'année 38. Le souffle de la maladie n'est pas oublié. Les gestes de clémence du début se mêlent aux premiers éclats d'autorité tranchante. Autour du jeune maître, les visages se figent, se tendent, calculent. Macro lui-même, qui a hissé ce prince au pouvoir, commence à percevoir que la faveur des dieux est aussi un glaive. Bientôt, très bientôt, le fils de Germanicus montrera jusqu'où il ose aller dans l'usage du pouvoir qu'il tient de la dynastie et de la peur.